Donc au final, je passe beaucoup plus de temps en fait à juste travailler sur mon projet, c'est juste que je suis payée. C'est bien, c'est cool. T'as pas le droit. En fait, c'est juste que... En fait, si je suis employée, c'est juste que techniquement, après, comme il n'y a rien à protéger d'un point de vue propriété intellectuelle, enfin, c'est comme tu veux. Je sais pas. Bonjour Tatiana. On est à l'Académie du Climat, tu me reçois ici. Ouais. C'est très gentil de m'accorder un peu de temps. Bah, avec plaisir, merci. On fait ce podcast destiné aux étudiants entrepreneurs parce que tu es une étudiante et que tu entreprends. Ouais. Du coup, est-ce que tu peux nous parler de ton parcours ouais. Et pourquoi tu as décidé d'entreprendre alors que tu es encore étudiante? Ouais. Alors du coup, moi tout a commencé d'un mouvement de panique. D'accord. De prise de conscience graduelle, on va dire, des enjeux environnementaux et sociaux pendant mes études. Et en fait, jusqu'à un certain moment, j'avais fait en sorte de toujours faire des études où j'avais pas de choix à faire en termes de spécialisation et de faire plein de choses très interdisciplinaires, nanani, nanana. Et il arrive un moment où c'était plus possible. Donc je me retrouve en 2e année d'école d'ingénieur. Là, on me demande de choisir une 3e année spécialisée et j'hésite en fait entre de la robotique, parce que c'est ce qui m'attire depuis toujours, et les sciences environnementales. Et donc je suis en panique et j'ai l'impression que le monde va s'écrouler sous nos pieds et sur la tête et partout, et que la société va disparaître dans 10 ans et qu'on va devoir tous se retrouver dans des sociétés alternatives et que rien n'est possible. Et donc je me dis qu'il va falloir que je sois survivaliste et qu'il faut que j'apprenne à bricoler ma maison. Enfin, on arrive à ce niveau-là, donc cata. Donc je me dis, ok, bah, moi mon réflexe dans ce cas, c'est pas paralyser du tout parce que je suis incapable. Donc en fait juste j'écris des mails. J'envoie des tonnes de mails à des tonnes de personnes, d'anciens de l'école, de chercheurs divers et variés en leur demandant bonjour, mais vraiment j'aurais écrit comme ça et je pense que ça en a choqué plus d'un. Bonjour, je suis une étudiante qui a l'impression que le ciel va nous tomber sur la tête, j'ai envie de faire des robots, mais en même temps l'écologie c'est important, est-ce qu'on peut discuter? C'est génial. J'ai vraiment fait ça. Et à force de recruter des gens qui m'ont redirigé vers d'autres gens, je tombe sur un chercheur, Ludovic, qui me voit arriver pareil. En plus c'était pareil, c'était un truc en mai, j'étais pieds nus dehors, bon bref voilà. Et on discute et il se trouve que ça accroche super bien. Et donc lui, ce chercheur en robotique, Ludovic, qui est à Sorbonne Université, me dit bah écoute, moi je fais plutôt de la robotique pour assistance à personnes handicapées, mais en fait c'est aussi quelqu'un qui est très engagé et en parallèle il avait un peu envie de faire des robots qui assistent au maraîchage urbain. Ok. Et je me dis ah cool, bah, ça pourrait être cool de travailler sur quelque chose de lié comme ça, machin. Et donc on se dit ok, on va commencer ensemble du coup sur cette 3e année, faire un projet de recherche ensemble. Du coup, bah, pour cette 3e année, au final, j'ai pas du tout choisi, toujours pas. Donc, j'ai fait un mélange de 2 spécialités, j'ai viré des cours, j'ai mélangé des trucs, j'ai fait un peu n'importe quoi. Je leur ai dit, regardez, c'est un projet hyper cohérent. Ils m'ont dit, bon d'accord. En fait, l'avantage étant que, comme je suis dans une école où le côté électronique très technique n'existe pas trop parce que c'est très théorique. Ah ouais? Ah oui, vraiment. Okay. Les gens sont beaucoup plus en physique ou maths appliquées ou informatique. Et du coup, en fait, il n'y a vraiment pas beaucoup de gens qui vont dans ces filières-là. Et du coup, en fait, les directeurs de ces filières sont hyper dispo. Donc, en fait, ils m'ont grave soutenu, donc c'était génial. Bref, donc je commence ce projet en tant que projet de recherche. Et en fait, ça évolue du robot pour le maraîchage urbain à, en fait, il y a trop de choses sur les murs, enfin sur les toits déjà. C'est pas fait pour accueillir de l'eau et de la terre, donc ça fragilise les toits. Donc peut-être qu'on peut regarder ce qui se fait sur les murs. En fait, il n'y a pas grand-chose qui se fait sur les murs. Et peut-être que du coup, il y a quelque chose à jouer sur ça. Parce qu'à part soit avoir des systèmes de juste plantes grimpantes ou des systèmes hyper développés de murs hors sol, enfin de culture hors sol hydroponique, comme ce qu'il y a au Quai Branly. Ok. Bah, en fait, il n'y a pas grand-chose entre les deux et ça coûte super cher en entretien ou c'est pas. Enfin voilà. Donc je me dis, ok, il y a peut-être la carte à jouer là-dessus. Donc ça commence en projet de recherche. Et on arrive en mars du coup de l'année dernière et j'ai un prototype qui devient fonctionnel. Et c'est génial. Et je me rends compte que plus j'en parle à des gens, et plus en fait les gens sont intéressés par ce que je fais et ça résonne et je suis en mode ok chouette. En plus au fur et à mesure de l'année, je lis un peu tous mes projets d'études, que ce soit des objets connectés ou urbanisme, tout est lié plus ou moins à la végétalisation. Ouais. Donc ça prend une part énorme de ma tête. Et en fait je me dis mais ce serait trop con de m'être lancée là-dedans comme projet de recherche et que juste j'arrête parce que c'est à la fin de cette partie là de mon année. Donc j'avais envie de continuer.
Et le problème, c'est que pour trouver des financements pour passer du coup, en gros, je voulais me dire, maintenant que j'ai mon prototype petit, je vais passer à échelle grand. Ouais. Et sauf qu'il faut trouver des financements pour ça. Et du coup, là, c'est là que je me dis, en fait, on peut plus rester dans le cadre de la recherche. Donc on passe dans le cadre de l'entrepreneuriat, là, en début d'année. Ok. Et j'y suis vraiment allée à reculons, parce que j'étais en mode, non, l'entrepreneuriat, c'est pour pas les gens que je veux être. Okay. C'est pas mon paradigme, c'est... Et en fait... Et pourtant, c'est des gens qui veulent aussi aider et sauver un peu, non, pas créer des forcément solutions. Tout le temps. Mais en tout cas, en fait, c'est un peu ça que j'y suis vraiment allée à reculons. Et petit à petit, en fait, juste en parlant, j'ai un peu trouvé ma niche, entre guillemets, d'entrepreneuriat social et solidaire et environnemental. Et là, du coup, j'ai vraiment l'impression qu'il y a peut-être moyen de moyenner et de faire quelque chose qui soit vraiment chouette, quoi. Ok, donc là, tu te sens bien. Ouais. Ok. Et est-ce que tu étais la seule étudiante dans ta classe à être passionnée par justement la végétalisation et à te lancer Est-ce que tu as pu parler avec d'autres étudiants de ta classe qui te comprenaient ou pas trop? De ma promo, t'as pris pour une fois ça dépend sur quels aspects, tu vois. Parce qu'en gros, des gens de mon école qui vont se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est plutôt genre 5 ans après l'école, en fait. C'est plutôt des gens qui ont la trentaine, qui sont bien installés parce qu'ils n'aiment pas trop le risque. Ouais. Et en parallèle, donc l'entrepreneuriat, à ce niveau-là, pour des gens de ma promo, ça existe assez peu, en fait. Ou sinon, c'est des gens qui finissent leur étude, donc moi, je suis en césure, avant de faire ma 4e année de spécialisation. Mais il y en a qui font leur dernière année et qui sont dans des trucs entrepreneuriat, mais c'est moins, on va dire que c'est moins freestyle que ce que je fais, quoi. Okay. Donc, tout le monde me prend un peu pour une folle. Dans le milieu, en plus environnemental, on va dire encore plus. Après, non, il y en a plein qui considèrent que la renaturation des villes, c'est important. Et donc, j'ai des copines qui sont en mode qui n'ont pas forcément encore sauté le pas de dire qu'elles avaient envie de se lancer. Mais en tout cas, il y en a plein qui sont intéressés par le projet, qui veulent qu'on en discute. Donc, non, il y en a pas mal qui tournent un peu autour de ce que je fais. Aussi, de plus en plus, que le projet avance. Et qui se concrétise et que moi j'ai des choses à montrer. T'es une vraie source d'inspiration. Je sais pas, mais c'est clair que en fait, voir que des choses existent, c'est sûr que ça rassure et ça donne envie, surtout pour des gens qui savent pas trop, quoi. Justement, qu'est-ce qui fait que toi tu t'es lancé et que les autres ont peur du risque? Toi, tu t'es pas demandé s'il y avait des risques? En fait, si. En plus, sachant que, je veux dire, j'ai pas du tout le même background social que tous les gens de mon école. On va dire que, l'école polytechnique, c'est quand même un monde de riches gens. C'est quand même assez particulier. Moi, tu vois, je viens de la banlieue. Mes parents, ils sont divorcés. J'étais boursière, j'ai fait la fac. Fracture sociale complète. Donc, ouais, évidemment, moi, le risque. Évolution. Je peux pas. Tu vois, moi, j'ai aucun parent, aucun proche dont je peux dépendre. Surtout quand tu parles d'une boîte, on te parle toujours de love money, d'argent de tes proches. Moi, j'ai pas ça. Sûr. Donc évidemment, tu vois, la notion du risque, elle existe. Donc j'étais prête à travailler à côté si jamais il y avait besoin et tout. Et en fait, c'est surtout, je me suis dit, mais en fait, j'ai pas le droit de pas faire ça. Genre, c'est une question d'honnêteté, de dire, ok, du coup, vu le milieu d'où je viens, il y a j'ai accédé à force de travail à des études de dingue et du coup à un statut social qui va avec. Ouais. Et du coup, je suis maintenant avec ce statut social, avec ces opportunités, avec ce réseau de malades. Et c'est vraiment une question d'honnêteté intellectuelle que de me dire, mais attends, moi qui ai toutes ces opportunités-là, je peux pas ne pas faire. Je peux pas dire c'est à d'autres gens de faire. Non, ça c'est pas possible. Bien sûr. Moi j'ai tellement de potes qui me disent, mais on aimerait tellement être à ta place parce que tu as le pouvoir de faire des trucs, parce que là les gens au moins avec la légitimité du nom, en fait les gens te croient. Et personne va te questionner, tu vois. Et du coup, si j'utilise pas mérité. je sais pas, j'aime pas trop cette question de mérite parce que c'est mérité dans un paradigme de travailler. Ouais, mais c'est dans un paradigme de valeur, tu vois. Genre les gens qui accèdent à cette école, c'est des gens qui sont très forts en raisonnement rapide, en maths, tu vois. Et du coup, tu peux te dire, c'est mérité par rapport à cette valorisation-là d'intelligence, tu vois. Ça reste autiste Hollande en parallèle, genre. Désolée, c'est pas gentil de le dire. Mais... tu vois, et du coup, tu pourrais décider que tu valorises des compétences pratiques qui n'existent pas du tout dans cette école. Tu pourrais décider que tu valorises d'autres choses, tu vois. Donc, mériter, ça dépend de où tu mets ce que tu mets comme valeur. Non, mais très juste. Non, t'as relevé un point hyper important. Et justement, du coup, j'imagine que tu t'es créé ton réseau. Ouais.
Tu étais à Matignon Ouais. la semaine dernière. Ouais, tu peux nous raconter semaines, je sais plus. Ouais. C'était la semaine dernière, ça? Il y a 2 semaines, Je sais plus. Je crois. C'était ouais. Qu'est-ce que tu as fait là-bas? C'était à l'occasion du 8 mars, donc de la journée du droit des femmes. En gros, j'ai participé à un concours où ils sélectionnaient une femme entrepreneur par département. Et c'était un concours qui était porté par le cabinet du Premier ministre et BPI France, Banque pour l'investissement. Et donc j'ai candidaté, mais un peu sans... En plus, c'est rigolo comme histoire. J'ai candidaté un peu sans y croire, parce qu'en plus, c'était même pas forcément un prix financier, mais je trouvais que la visibilité pouvait être chouette. Et en plus, il fallait envoyer une vidéo. Je fais une vidéo avec donc, tous mes colocs qui étaient autour, qui me font le coaching, on fait les machins, on met le micro bien, alors que je sors jamais le micro avec la caméra, parce que je filme jamais, je fais des photos. Et évidemment, le soir, parce que évidemment, je monte le truc le soir avant de la deadline, parce que voilà. Et pour être sûr. Parce que voilà, c'est comme ça que ça, voilà, la vie. Et en fait, je me rends compte du coup à 21h, alors que je l'ai envoyé à minuit, qu'en fait, il n'y avait plus de piles dans le micro. Et du coup, que j'ai pas de son. Donc, je commence à essayer de m'auto-doubler, ça marche pas, parce qu'évidemment, j'ai pas dit ce que j'avais écrit sur le texte. Et du coup, en fait, au final, je leur envoie une vidéo qui avait été faite dans le cadre d'un autre concours, Talent 2024, qui était un concours où j'étais finaliste, qui était porté par la ville de Paris et les JO. Et ils avaient fait des petites vidéos de présentation un peu rigolotes, en mode boîte à questions un peu sur chaque... Et bref, et donc en gros, je leur ai écrit un truc genre, je suis désolée, j'avais fait la vidéo, j'ai eu un problème technique. Au lieu de m'auto-doubler, de vous faire un truc moche, je préfère vous envoyer cette autre vidéo qui n'est pas du tout dans les critères que vous avez dit, mais elle est cool. Voilà. Donc j'ai ça, donc j'y croyais pas, tu vois. C'était quand ça? C'était en janvier, fin décembre, un truc comme ça. Ouais, c'est ça, en décembre. Donc c'était il y a longtemps en plus. Et j'envoie, et voilà. Et là-dessus, vraiment, je pense que, février, mi-février, enfin genre c'était vraiment, je pense, 2 semaines avant la remise des prix. Je reçois un mail, alors que moi en plus, il y a un peu le côté quand on est entrepreneur, on postule à des tonnes de trucs tout le temps. Et du coup, tu peux assez vite faire le fil de à quoi tu as postulé et de quand est-ce que tu es censé avoir des retours. Parce que tu es tout le temps dans le truc en avant des photos. Enfin bref. Et du coup, j'avais complètement oublié ce truc-là et je reçois « Oh bravo, vous êtes lauréate !» Et je t'en dis « Pardon, c'est pas vrai. » Génial. Ouais, bah, du coup, c'était hyper drôle. Donc j'étais lauréate pour le 92, les Hauts-de-Seine, parce que j'habite à Bagneux. Et donc je me retrouve pendant 2 jours en bootcamp. Avec toutes ces autres entrepreneuses de chaque département, de Guyane, de Mayotte. Enfin, c'était vraiment génial. Et après, je sais pas comment dire, c'est une expérience dont je suis un peu mitigée. Entre guillemets, à la fois rencontrer toutes ces femmes, c'était hyper inspirant. Il y a eu des conférences qui étaient géniales, des ateliers qui étaient super formateurs et avoir des retours d'expérience hyper concrets de femmes qui sont plus vieilles que moi, parce que j'étais dans les plus jeunes. C'était hyper cool. J'ai 24 ans. Du coup, c'était hyper cool. D'un autre côté, je pense que j'ai entendu le terme croissance beaucoup trop de fois en 2 jours pour que ce soit sain. Et moi, je dis non, il faut sortir de ce paradigme. C'est un peu ça. Et vraiment, ça m'a un peu mis mal aussi parce qu'il y a vraiment des gens qui sortaient, dont le président de la CCI qui disait des trucs du style « Mais vous vous rendez compte, s'il y avait autant de femmes entrepreneurs que d'hommes entrepreneurs, il y aurait 200 000 entreprises en plus en France chaque année, et c'est autant d'entreprises de plus qui créent de la croissance et de l'activité et tout ça. » Et je suis en ok, donc le seul but d'avoir de la parité, en fait, c'est juste plus de la croissance, quoi. Parce qu'on ne pourrait pas juste déjà souhaiter la parité pour la parité, genre, parce que c'est... Enfin bref. Donc il y avait plein de trucs comme ça qui étaient un peu questionnables. Il y avait beaucoup d'étudiantes? Non, on était 6, je crois. Et justement, quels étaient tes premiers soutiens et quels sont tes soutiens aujourd'hui sur ce lancement? Alors la boîte n'est pas encore créée, globalement, mais c'est en cours. Mon premier soutien, évidemment, et je pense que c'est le principal, c'est ce chercheur Ludovic avec qui je travaille depuis maintenant plus d'1 an et demi. Et heureusement qu'il est là, parce que même s'il ne porte pas le projet avec moi, il m'a quand même coaché, il m'a appris énormément, et il est là un peu au jour le jour. Il m'offre un espace au laboratoire de Jussieu où je peux travailler, comme ça j'ai un espace dans Paris où je peux travailler n'importe quand. Je veux dire, c'est une présence géniale.
Après, un autre soutien qui a été hyper important à Paris, Okay. et c'est en fait des chercheurs en IA, et ils ont aussi une partie sustainability, où ils font un peu pareil de la robotique pour du maraîchage urbain et des trucs comme ça. Et j'ai rencontré le directeur du labo, parce que c'était le tuteur de stage d'un pote à moi et qui nous a... Enfin bref, le réseau quoi. Ouais, super. Et en fait, il aime bien le projet, et donc en fait, il m'a pris en CDD sur cette année. Et il m'a dit, bah écoute, tu m'aides un peu à travailler sur nos projets et on te laisse du temps aussi pour travailler sur ton projet. Ah ouais. Ouais. Comment tu les aides? Je sais pas trop, j'avance un peu sur des trucs, je les aide à bricoler un peu, mais... Ah ouais. Ouais. Comment tu gères ton temps entre en vrai, tout ça? honnêtement, on rappelle quand même, au fur et à mesure que il est hyper gentil sur comment je gère mes horaires et comment je fais mes trucs. Donc en fait, c'est un temps partiel et je peux gérer un peu comme je veux. Bah, en fait, je fais ce que je veux. Non, mais c'est, enfin, juste au final, on s'arrange et ça se passe bien, quoi. Et ce qui est génial, c'est que juste elle m'offre un salaire sur l'année et quelques ressources aussi de matériel. Okay. Et du coup, c'est top, quoi. Donc ça, c'est un énorme soutien. Et après, il y a pas mal de réseaux d'accompagnement d'assos où je suis rentrée qui sont gratuits parce que j'ai pas les moyens de me payer un incubateur. Parce que ça coûte cher. Donc moi, je suis dans le réseau Pépite déjà. Ouais. ESAM. Pépite ESAM. Ouais. Donc je fais le diplôme d'étudiant entrepreneur pour me former parce que moi, en fait, de base, j'y connaissais rien en business. Mais rien de rien. Donc je savais pas ce que c'était un business plan. Enfin, ça me parlait chinois, tous ces trucs de proposition. Enfin bref, tout ce vocabulaire-là. Mais ça me sortait par les trous de nez. Bon, maintenant un peu moins, mais parce que j'ai été forcée de le faire. Ce qui est très bien, merci Pépite ESAM. Enactus, l'asso d'étudiants entrepreneurs, de laquelle c'est eux les premiers entre guillemets à m'avoir un peu accompagnée. Maintenant j'ai une mentor. J'ai aussi gagné un prix coup de pouce de l'asso en décembre. C'était le premier prix que j'avais gagné, donc j'étais trop contente et ça m'a un peu fait un peu coup de boost de ok, bah du coup maintenant que j'ai gagné des trucs, je peux aller voir d'autres trucs. Donc tac tac, MoveJ qui est une asso aussi qui donne du mentorat pour des jeunes étudiants entrepreneurs. Et les derniers, bah, c'est la raison pour laquelle on est à Académie, c'est Start in ESS. C'est l'incubateur de la ville de Paris avec l'Académie du climat et la maison étudiante pour des projets d'ESS, donc économie sociale et solidaire. Okay. Et du coup, là, c'est un accompagnement où, en gros, toutes les semaines, on a une masterclass sur l'économie sociale et solidaire jusqu'à fin juin. Ok. Voilà. Et ça, c'est hyper chouette parce que, pareil, on est 15 lauréats avec des valeurs très communes et on a une salle de travail juste là. Et du coup, on peut vraiment se voir et échanger. Et puis là, il va faire beau. Donc, et c'est trop bien l'Académie du climat. Comment tu gères, comment ça se passe, les relations avec tes parents, avec tes amis, alors que tu es entrepreneur Bah alors avec mes amis, trop bien. Enfin, genre, je pense qu'il y en a plein qui sont genre, hyper emballés par le projet. Donc moi, je suis dans une coloc de 4 bons écolos végétariens. Tout ce qu'on aime. C'est trop bien. Et non, ils sont géniaux, ils sont hyper soutenants. Il y avait un truc où je devais tenir un stand pour une journée, c'était un peu le galère parce qu'il fallait amener tous les trucs. En plus, je voulais amener toutes les plantes qu'on avait à la maison. Donc j'ai un de mes colocs qui a, genre, bon, il avait un peu rien à faire de sa journée, mais il s'est quand même levé pour m'accompagner. On a tout porté dans le métro. Il a passé la journée avec moi, à m'apporter de l'eau et tout. Enfin, non, ils sont vraiment, enfin, genre, j'ai que des amis qui sont hyper soutenants. Donc ça, c'est génial, franchement. Les parents, c'est un autre sujet. Enfin, mon père, je lui parle plus depuis longtemps, donc il ne sait même pas. Ok. Et ma maman, c'est un peu compliqué. Je pense qu'elle a toujours pas... Enfin, comme mon papa a créé sa boîte et qu'il en a planté 3 avant, je pense qu'elle n'a pas un super rapport avec ça. Elle a peur. Elle a un peu flippé. Mais elle est un peu aussi flippée parce que je suis l'aînée et que c'est les relations mère-fille et que de toute façon, je fais jamais rien de bien et nanani. Donc la première fois que j'en ai parlé, elle est quand même sortie non, t'as pas les épaules. Et là, je fais bah dommage parce que je le ferais quand même. Mais tu lâches pas. Bah non, mais j'ai pas le choix. Enfin, genre, de toute façon, j'avance. Non, mais ça, j'avoue que du coup, c'est un peu un truc dont j'ai un peu du mal à lui parler parce que bah, enfin, genre, je sais que ça la met pas dans une super. Enfin, je sais pas. Et comment tu le vis toi? Franchement, juste ça participe au fait que je pense qu'il faut un peu se détacher de l'image des parents qui ont le droit de dire tout sur nous. Genre au bout d'un moment, non, c'est bon, c'est fini. Genre c'est ma vie et je pense que j'ai assez de succès, on va dire, dans ma vie et dans la société pour lui dire, écoute, j'ai plein de cartes qui disent que ça marche. Donc c'est bon quoi. Et au pire, si ça marche pas, mais je me débrouille quoi. Donc, D'accord. Et c'est vrai que l'entrepreneuriat, en plus, ça demande énormément d'énergie. Ouais. Comment tu arrives à te structurer dans la journée, à avoir un équilibre pro, perso? Je sais pas.
C'est le bordel. Alors, je peux te montrer mon emploi du temps si tu veux. Bah, alors déjà, j'ai passé mon écran en noir et blanc. Ah, ça aide. C'est bien, sobriété numérique. Non, mais tu vois, j'ai vraiment... Ça, c'est mon... Tu le montres à la Pardon. caméra. Alors, attends, je vais remettre les couleurs juste pour que vous voyez, parce que j'ai plein de couleurs différentes. Je sais pas si à la caméra, elle voit ça. Mais en gros, j'ai vraiment des trucs tous les jours. Ok, elle est overbookée. Non, mais du coup, c'était un peu... Bah, du coup, en fait, j'essaye d'anticiper au max. J'essaye de dédier des temps à chaque chose. Mais en fait, j'ai l'habitude de m'organiser en multitask depuis longtemps. D'accord. Je pense que le principal, c'est de garder une distance émotionnelle au truc. Entre guillemets, ça me demande du temps et de l'énergie, mais ça me fait pas paniquer, quoi. Genre, s'il y a des appels à projets, des deadlines que j'ai manqués, c'est pas grave. S'il y a des trucs qui se repoussent, bah, c'est pas grave et ça prendra le temps que ça prend. Parce que c'est aussi la démarche de dire, bah, on fait de l'entrepreneuriat, oui, mais peut-être dans un autre paradigme qu'aller vite et aller en croissance exponentielle, quoi. Moi, mon but, c'est que j'arrive à en vivre et arriver à faire vivre des gens et que peut-être la vie soit un peu plus verte. Et pareil, tu vois, sur des questions de... Enfin, du coup, je sais pas si je structure parce que je fais beaucoup de trucs, donc je cale les gens où je peux les caler, quoi. Okay. Et ça empiète un peu sur ma vie sociale dans le sens où souvent le soir je travaille aussi un peu. Mais en fait c'est pas grave parce que moi je me mets au milieu du salon et soit on accueille des gens, soit on n'accueille pas des gens avec la coloc et en fait je fais en même temps qu'on parle, tu vois. Donc j'essaie de séparer les tâches, il y a des trucs où j'ai besoin de mon cerveau et d'autres pas. D'accord. Ce qui est un peu frustrant en ce moment, c'est surtout la partie technique en fait, qui est me demande vraiment de la concentration, de conception. Et en fait, ça me demande vraiment des tranches de temps larges. Et c'est vrai que comme je suis obligée de faire tout le reste aussi en parallèle, la licence, les trucs étudiants entrepreneurs, bouger dans des endroits différents. Je suis jamais dans un endroit de Paris différent, je suis minimum 2 voire 3, donc j'ai une moyenne de transport de 3 heures par jour. Et du coup, en fait, comme je fais beaucoup de trucs petite tâche par petite tâche, j'ai assez peu de grosses planches de temps. Donc ça, c'est un peu frustrant sur la partie technique, du coup, qui me demande plus de concentration. Et c'est pour ça que je cherche dans l'absolu quelqu'un qui serait capable de m'alléger sur certaines choses et qui aurait envie de faire du business et de la com et s'approprier le projet d'une autre manière. Mais du coup, j'ai un peu l'impression de juste un peu suivre, caler où je peux. Ouais. Et en fait, de ne pas m'interdire de faire des trucs. Enfin, je m'interdis très peu je dis très peu non, en fait, à ma vie sociale. Si on me propose d'aller en week-end quelque part, si on me propose une soirée, si on me propose de boire un verre et tout, je dis souvent oui. Aussi parce que, à part vraiment petites exceptions, je veux pas que ça devienne le truc de je dis tout le temps non pour taffer parce que c'est pas le but. Il faut vivre. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Du coup, les coupures, ça fait du bien pour le cerveau. Mais grave, de ouf. Et du coup, typiquement, en gros, ça fait que depuis le début de l'année, là, depuis septembre, je pense que j'ai pas pris de semaine complète de vacances. C'est par tranche de un week-end plus 3 jours en général. Donc j'ai peut-être pris 3 fois 4-5 jours de vacances. Mais j'ai pas pris de longues périodes. Mais au moins je sais que j'ai pris plusieurs pauses. Tu vois, donc... Ouais, ok, je vois. Je sais pas si je dirais à tout le monde de faire pareil. Ouais. Mais honnêtement, je le vis plutôt bien. Parce que je sais que là je suis un peu trop stressée et que j'ai trop besoin d'avancer. Ouais. Donc j'ai peur que si je rate une semaine complète, ça décale trop de choses, quoi. Parce que ça prend déjà pas mal de temps. Quels sont tes deadlines justement? Parce que tu travailles toute seule. Ouais. Bon, t'es accompagnée, mais qu'est-ce qui quand même quand on est toute seule, on est entrepreneur, qu'est-ce qui te cadre? Ouais, c'est hyper important d'avoir des deadlines, t'as raison. Ouais. Je le vois vraiment sur le fait que moi, mon objectif de cette année, c'était de développer un prototype à grande échelle, comme je t'avais dit au début. Oui. Bon, alors il se trouve que comme il a fallu que je découvre la partie entrepreneuriat, j'ai des deadlines du pépite pour la formation. D'accord. Et j'ai des deadlines des appels à projets, de candidater à des prix financiers, parce que je cherche toujours des financements, candidater, différents trucs, tu vois. Et du coup, ça me donne des deadlines tout le temps. D'accord. Donc ça, c'est bien parce que ça fait avancer le projet énormément d'un point de vue graphisme, business, identité visuelle, identité du projet. Ça fait avancer de ouf. Ouais. Mais du coup, le tampon, c'est le prototype. Parce que lui, il n'a pas de deadline. Je vois. C'est ton défi majeur? Ouais. Ok. Et moi, ça me frustre parce que c'est ce que j'aime. Ouais. Et c'est pour ça, là, tout récemment, j'ai réussi donc je suis allée voir la mairie de Montrouge. Ils ont un festival qui s'appelle Inspiration végétale,
où en gros c'est un festival sur 2 jours où ils parlent de comment ils essayent de renaturer la ville. Donc il y a des conférences, des ateliers, machin, et il y aura aussi des stands, dont une partie un peu dédiée genre aux solutions de demain, entrepreneuriat, machin. Donc j'allais les voir, grâce à quelqu'un de Starting ESS qui m'a mis en contact avec eux. D'accord. Et ils adorent le projet, ils m'ont dit on prête un stand, et là pour le coup c'est gratuit parce que c'est subventionné par la ville. Donc c'est cool parce que d'habitude pour aller dans des salons entrepreneuriaux, il faut payer et j'ai pas les moyens, bref. Ouais. Du coup j'ai ce salon-là, enfin ce festival-là qui est début juin. Je me suis dit ok trop bien, dans ce cas-là on va dire que c'est ça ma deadline, il faut que je puisse montrer au moins des photos de mon prototype à taille réelle à ce moment-là. Okay. Et ce qui est top parce que ça fait que du coup sur l'été en fait je pourrais vraiment commencer à mettre des plantes et faire des mesures aussi. Parce qu'en fait l'idée du prototype c'est qu'il faut que je puisse le voir dans son usage réel et il faut aussi que je puisse à la fois mesurer des mesures d'impact, température, environnement, machin, et qu'en fait il puisse servir de base pour tester les normes du bâtiment. D'accord. Parce que les façades ça rentre en compte dans plein de normes, plein de surtout trucs. À Paris. Surtout à Paris, où c'est classé, machin. Mais même, en fait, juste, il y a des questions de sécurité, de bâtiments, machin. D'accord. Et c'est hyper contraignant, quoi. Et ça coûte cher et tout. Donc, l'idée, c'est aussi d'avoir un prototype qui puisse être première base de test de ça, quoi. Ok. Et pour l'instant, tu es toute seule et c'est ton bébé. Et tu arriverais à t'arrives à te motiver toute seule. Et est-ce que tu pourrais justement travailler avec d'autres gens et déléguer alors que depuis le début, tu es toute seule? Ah non, grave. Moi, j'attends que ça. Ok. En vrai, genre, objectivement, j'ai fait beaucoup de création de trucs en asso, en fait, déjà. Genre, j'ai créé un festival artistique interécole à l'échelle du plateau de Saclay, tu vois, c'est pas rien. C'est vraiment l'entrepreneuriat dans l'âme. Donc, en fait, pour des assos, c'était facile parce que tout le monde est bénévole. Ouais. Là, c'est pas la même chose parce qu'il faut payer des gens. Donc, j'ai du mal à demander de l'aide à des gens, sachant que je peux pas encore les payer. Mais toujours est-il que du coup, j'ai quand même déjà fait ces trucs d'être directrice d'asso, machin, et du coup, devoir gérer une équipe jusqu'à 20 personnes pour faire de l'événementiel. J'étais aussi présidente de l'asso d'apiculture, donc s'occuper des ruches sur un temps long et tout. Donc, moi, ça fait hyper plaisir de gérer une équipe. Aussi parce que je trouve ça cool que d'autres gens puissent s'approprier un truc et que ça donne des choses que tu n'attends pas. Et que toi, ton rôle, en fait, c'est pas du tout lié à toi. Tu vois, c'est vraiment lié à ce que tu perçois dans l'autre et comment tu peux accompagner l'autre aussi dans qu'est-ce qu'il a envie de faire, qu'est-ce qu'il aime faire, qu'est-ce qu'il a envie de découvrir. Et ça, c'est un truc humain que j'adore. Et d'être challengé. Ouais, mais c'est challengé, c'est stimulant, quoi. Ouais, bien sûr. Et non, avoir toujours plus de cerveau, plus de gens, plus d'envie, c'est toujours génial, tu vois. Parce que du coup, c'est des trucs... non, moi j'aime trop, j'attends que ça. Ok, c'est très clair. Et donc, quels seraient les conseils que tu donnerais aux étudiants justement qui veulent se lancer, qui ont des idées et qui attendent? Bon, le premier, en fait c'est un peu dur parce que je pense qu'il y a plein de gens qui donnent plein de conseils qui sont un peu toujours les mêmes. Et j'essaie de me dire, ok, qu'est-ce que moi je peux apporter, tu vois, dans ces trucs-là. Qu'est-ce que tu aurais aimé qu'on te dise Mais je pense que, bon, alors, à l'évidence, il faut bien s'entourer. Qu'on se lance seul ou pas, il faut être bien entouré, mais pas que, d'amis, de gens qui se soutiennent dans la sphère privée. Du coup, moi, j'ai été chercher des chercheurs. Ça, c'est des gens qui, en général, sont toujours contents d'aider les étudiants, d'aider les jeunes, parce que c'est des gens qui sont contents de partager ce qu'ils font. Donc, aller vers les chercheurs, s'entourer du max de réseaux possible. Moi, j'ai 3 mentors actuellement de divers assos. Il y en a un qui sert à rien, mais il y en a 2 qui sont des femmes exceptionnelles qui me font avancer de fou. Du coup, non, c'est génial. S'entourer, et c'est aussi parce qu'une question de déjà, ça fait un environnement dans lequel peut-être même si on entreprend seul, on se sent moins seul. Et c'est une question de réseau, quoi. Parce que chaque point de connexion est un point d'interconnexion et après ça se répand et c'est ça qui est génial. Donc s'entourer, s'émerveiller. Je pense que ça c'est un truc qui pour moi est hyper important, c'est qu'il faut toujours être curieux. Même des trucs où on a l'impression qu'on va se faire chier. Tu vois, être curieux de qu'est-ce que ça veut dire, pourquoi c'est important. En fait, moi, ça me saoulait de parler d'un business plan ou d'un business model. Bon, au final, si c'est important pour assez de gens, c'est que ça doit être intéressant d'une manière ou d'une autre et ça veut dire des choses. Du coup, être capable de s'intéresser, d'être curieux et de s'émerveiller un peu de chaque pas qu'on fait, chaque chose qu'on découvre. Et oui, garder ce côté un peu, c'est un peu chouette, quoi. Et dernièrement, je pense que
le côté garder de la distance. Enfin, genre, entre guillemets, c'est mon bébé. Moi, j'ai eu un ingénieur l'autre jour au téléphone qui me disait « Ah, mais c'est trop cool ton truc, mais il faut vraiment que tu fasses attention, ton prototype, tu n'as pas le droit de le faire dans un espace public, il faut que tu le fasses dans un truc privé, que personne ne voit, que le jour où tu le lances, tu sois déjà prête pour l'industrialisation, parce que sinon, on va te piquer ton idée et ce serait dommage. » Et à la fois, genre, je le remercie parce que ça veut dire qu'il croit vraiment que le projet a du potentiel. Et à la fois, moi je m'en fous, tu vois. Enfin, genre, ok. Entre guillemets, mon but c'est qu'il y ait plus de verre dans la ville. Et mon truc, entre guillemets, genre, je pense que j'invente rien. Juste, j'ai recyclé pas mal de choses différentes qui existent dans d'autres milieux. Je les ai mises ensemble, je les ai mises dans un autre cadre. Mais bien sûr. Tu vois, genre, en soi, moi si. Et puis tant mieux s'il y a des gens qui font comme toi, parce que tu pourras pas le faire pour tout le monde. Bah ouais, enfin genre, je veux dire, moi j'arrive pas à trouver ça grave, tu vois. D'accord. Et genre, il était en mode, mais non, mais il faut pas. C'est vraiment. Tant mieux. Et enfin, des idées, j'en aurais d'autres, et c'est pas grave. Et si ça marche pas, c'est pas grave parce que ça m'occupe. Parce que, tu vois, dans l'absolu, comme beaucoup de gens curieux, je sais pas quoi faire de ma vie. Et je sais pas si j'ai envie de faire une chose de ma vie, je ne pense pas. Et du coup, c'est un peu ce qui m'occupe pour l'instant. S'il y a des gens qui s'en emparent, mais très bien, allez-y, et je trouverai d'autres choses à faire. C'est pas grave, bien sûr. Donc je pense que la question de la distance, en fait, elle est saine. Parce que du coup, ça permet de se rassurer, ça permet de ralentir, donc de ne pas se stresser sur le fait qu'il faut tout être le premier, aller vite, machin. Et je pense que c'est plus sain comme mode de vie. Et ça permet même de soit être capable de penser les choses de façon plus raisonnable que si on est trop émotionnellement engagé dans son idée. D'accord. Enfin, moi, s'il y a des gens qui me rejoignent et qui me disent « Ah, mais c'est trop cool ton truc, mais j'ai envie de faire un truc un peu différent, qu'on le fasse évoluer. » C'est quelqu'un qui a du temps à donner, mais on y va, tu vois. Enfin, genre, bien sûr. Je pense qu'il faut être capable de se remettre en question et d'avoir cet esprit critique avec soi-même. Et c'est hyper dur de se remettre en question. Et enfin, je sais pas si c'est clair. C'est très clair. C'est trop bien. J'ai une question, moi. C'est est-ce que tu mets beaucoup d'argent de ta poche? Ça dépend ce que tu appelles beaucoup. Parce que j'ai pas beaucoup d'argent dans ma poche de base. Alors l'argent de poche que tu mets dans ta boîte, c'est pour faire quoi? Je pense que grâce au fait que je suis employée là, ça me permet d'avoir une base de vie qui est genre relativement saine et stable. J'essaie de mettre un peu de côté. Les quelques trucs où je mets de l'argent, c'est genre typiquement, j'ai acheté une imprimante 3D, mais ça c'était plus pour moi et en fait c'est un peu une excuse, mais du coup tu vois, genre il y a un peu d'argent qui vient du fait que j'achète du filament. Enfin, j'ai pas l'impression de mettre tellement d'argent que énormément de temps, quoi. D'accord. Mais parce que aussi j'ai un peu décidé que c'était une notion de... J'essaie de faire un max de choses avec de la récup, j'essaie de faire un max de choses où je fais moi-même et du coup j'ai pas à payer des gens et du coup je me tape les documents, je me tape les trucs et du coup enfin tu vois, genre j'ai pas payé un graphiste, j'ai tout fait moi-même. Ouais. Donc enfin tu vois là, les quelques postes de dépenses que j'ai eu, c'était de la com, d'imprimer des cartes de visite à Kakemono et faire un site. D'accord. Ça reste le pas site, énorme. Tu l'as fait toi-même? Ouais. Il est moche, hein. Moi je l'aime pas. Mais... non, il est chouette. Moi vraiment je suis pas du tout fan, mais bon. Est-ce que tu peux t'adresser directement aux étudiants à la caméra et leur dire les avantages de se lancer en étant étudiant? Je pense que être étudiant, et faire les deux, c'est avoir la chance d'avoir... déjà, il y a plein de structures qui sont là pour les jeunes entrepreneurs, et ça, c'est très cool. Je pense que ça nous donne le temps de tester des choses avant de sortir du milieu... et d'être dans le milieu professionnel et de ne plus avoir le temps parce qu'on s'est lancé dans des trucs un peu plus carrés et du coup, on va peut-être attendre d'être stable avant de se lancer vraiment. Et du coup, il y a vraiment ce côté, c'est un espèce de pool génial pour tester. Et pour trouver des gens aussi, parce que du coup, trouver des gens qui sont aussi en études, c'est quand même pratique. Enfin, ça, c'est génial. Après, je pense que c'est une question de... je sais pas si c'est étudiant ou pas étudiant. La question, c'est genre quand on sent qu'il y a un truc qui nous tient un peu, quoi. Je pense qu'il ne faut pas non plus se lancer dans l'entrepreneuriat pour l'entrepreneuriat. Non. Parce qu'il y en a plein qui font ça, qui se disent « Ah, j'avais fait un chien. » Je pense que l'idée d'être porteur d'un projet, de vouloir s'approprier quelque chose, même si on n'a pas forcément d'idée, tu vois, on peut se dire qu'on est porteur de valeurs, mais c'est quand même pas une question d'entrepreneuriat pur et dur. Mais en tout cas, le fait qu'on est avec des étudiants, c'est qu'en général, on est avec des gens qui sont encore jeunes, qui sont encore motivés, qui sont encore avec plein de rêves dans la tête et qui ont envie de les faire exister. Et je trouve que mine de rien, ça paraît con,
Mais en fait, les cours qu'on a dans la vie, quand on a des cours avec des projets, en fait, les projets... On comprend mieux. Ben, en fait, tu comprends mieux, tu peux t'approprier quelque chose. Donc en fait, moi, j'ai utilisé ça de fou. Enfin, en gros, comme j'avais un projet de recherche, après, cette idée de projet de recherche, elle a irrigué tout, mes autres projets. Et du coup, j'ai pu m'approprier plein d'autres notions. Et c'était un truc que je pense que j'aurais pas fait si j'avais pas eu des cours qui me structuraient pour faire ces projets-là. Donc là, j'ai abordé mon projet sous une dynamique aussi urbanisme. J'ai regardé ça dans des dynamiques d'objets connectés, comment faire un réseau de capteurs. Enfin, il y a plein de trucs que du coup maintenant j'ai des notions et qui m'ont servi en fait de base pour la suite que j'aurais pas pu faire sans. Enfin, tu vois. Donc je pense que le fait d'être capable de donner un sens à ses études par le projet, ça c'est énorme parce que du coup tout, enfin on s'y implique plus, tout prend plus sens, tout est plus, enfin ça met des paillettes dans les études quoi. Enfin, je sais pas. Donc faut y aller quoi. Faut y aller si on se sent d'y aller, faut pas se forcer. Mais je pense que c'est rien de perdu quoi. Ça c'est sûr. C'est jamais perdu. Et si ça marche pas, bah, c'est pas perdu non plus parce qu'on aura appris de ouf et on aura rencontré tellement de gens et il n'y a jamais rien qui est perdu quoi. Mais tu penses pas que ce sera dur si jamais tu dois travailler dans une entreprise après ? Ça dépend. Ça dépend. Moi j'ai fait un stage chez Thales, c'était catastrophique. Pour plusieurs raisons. J'ai fait beaucoup de stages en recherche, j'ai adoré, aussi pour la liberté du chercheur, mais moins pour le côté solitaire du chercheur. Moi, je trouve que le travail en équipe, il y a plein de choses à faire. Mais je pense qu'aujourd'hui, juste, il faut chercher, mais il y a des tonnes de coopératives, il y a des tonnes de gens qui font des tonnes de trucs différents, il y a des tonnes de façons de s'impliquer. Je pense que juste c'est une question de curiosité. En fait, je pense que la question de l'entreprise, c'est pas une question de l'entreprise, c'est une question de l'environnement de travail. Tu vois, parce que je pense que tu as des environnements de recherche qui sont horribles et des environnements d'entreprise qui sont géniaux. Et je pense que c'est vraiment une question de personnes et de gens que tu rencontres et de est-ce que tu te sens bien dans cet environnement avec ces gens-là ou pas quoi. Je sais pas si ça fait sens. Si, bien sûr que ça fait sens. Pour moi, ça c'est même encore plus important que le sujet que tu traites. Tu vois. Enfin, genre tu peux trouver ton sujet de rêve, mais ton directeur de thèse par exemple sera horrible et te laissera aucune liberté. Bah, ce sera catastrophique, tu n'auras pas envie d'y aller le matin. Quoi. Et je pense que c'est surtout ça qui est important. Et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui s'auto-traquenardent et qui s'auto-mettent dans des situations où ils ne sont pas contents. Alors que franchement, il y a tellement de choses à faire, il suffit juste de se bouger un peu les fesses. Et la vie est faite de choix. Mais franchement, ouais, déjà c'est chiant les choix, mais il y a vraiment plein d'opportunités. En fait, je dis ça aussi parce que je suis un peu flippée de la vie. En vrai, ça se voit peut-être pas, mais je suis un peu stressée dans ma life, genre. Ouais. Et maintenant, je le gère mieux, mais il y a une époque où vraiment c'était horrible. Et du coup, en gros, genre dès que j'avais un choix à faire qui était un peu important, genre les études et tout, je scannais de l'internet entier, quoi. Ouais. Et du coup, à partir de là, je connaissais tous les trucs par cœur. Mais vraiment, je connaissais le site de chaque fac, chaque truc, chaque machin. C'était lunaire, quoi. Et en fait, juste en faisant ça, je me rends compte qu'il y a tellement de façons de faire possibles. Enfin, tu vois, genre les études, t'es pas obligé de les faire en France, t'es pas obligé de les faire à l'international tout le temps. Tu peux bouger, tu peux faire des trucs où tu bouges tous les 6 mois. Donc, que ce soit pour les études, du coup, pour les boîtes aussi. Aujourd'hui, il y a plein de boîtes dans l'économie sociale et solidaire ou même en dehors qui développent des modes de gouvernance un peu alternatifs, qui tournent, qui écoutent beaucoup plus comment fonctionnent les gens. Je pense que c'est aussi demander ça. Demander un milieu qui soit plus simple, plus serein, ça fait partie aussi de notre travail en tant que jeune actif. Bien sûr. De dire non, en fait, moi, je veux d'autres conditions de travail. Là, j'ai parlé à des gens qui s'appellent Slasher Cueilleur. C'est une nouvelle start-up et en gros, ils travaillent avec des boîtes de RH dans le but de mettre en place en fait, une proposition d'emploi où tu travailles à temps partiel dans une boîte et à temps partiel dans l'agriculture. Tu vois, genre, il y a plein de choses à faire, quoi. Ça me fait rêver, moi. Ça donne de ouf des idées, quoi. Ouais. Et je pense qu'il y a plein de manières d'exister et il faut juste avoir la force de se poser ces questions-là, quoi. Parce que c'est compliqué de se poser de ces questions et c'est compliqué de se déconstruire par rapport à plein de trucs. Moi, j'arrive là en mode hyper déconstruit, machin, et encore, on parle même pas de relations privées, tu vois. Bref, c'est même pas la question, mais genre juste, c'est dur de se déconstruire et de penser les choses autrement, mais je pense que c'est aussi libérateur. De se dire mais si j'avais le choix quoi. C'est juste une question d'ouvrir la porte. En fait je trouve que c'est même pas un effort, c'est juste ne pas se freiner. Je sais pas si ça fait sens, tu vois. Il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est un effort de chercher, c'est un effort de se poser des questions et tout. C'est un effort d'imaginer. Et en fait moi je pense que c'est plus je ne me freine pas. En fait genre c'est un peu, moi je le dis souvent comme je suis un peu bête moi, tu vois. Genre je suis un peu bête, je me pose pas trop de questions
juste je demande, tu vois. Genre, je sais pas, je regarde Ah oui. sur internet, je sais pas, je demande, je sais pas, j'imagine. Tu te juges pas, quoi. Non, et c'est ça, et il faut pas se juger, et je pense que, enfin, ouais, c'est un peu ce truc de, ouais, moi je dis tout le temps ça, c'est genre, moi je suis un peu bête, tu sais, je me pose pas trop de questions, donc juste, je vais voir, et on voit ce que ça donne, tu vois. Ouais. Et je pense que c'est vraiment ça, c'est ce truc de, faut pas s'interdire, faut pas se poser trop de questions, faut s'aventurer, quoi. Elle est très intéressante ta personnalité parce que en même temps tu dis que tu es quelqu'un de stressé, limite angoissé quand tu dis que Ouais. le monde va s'écrouler. Ouais. Et à côté de ça, tu fais l'entrepreneuriat qui est dans la tête des gens, le boulot où tu es stressé, t'arrêtes jamais. Ouais, alors que ça me rend hyper vois optimiste. Ouais, c'est vrai. C'est marrant cet équilibre que tu as trouvé. En étant stressé, on peut quand même faire de l'entrepreneuriat. Mais je pense que pour moi, c'est juste. En fait, j'ai fait des études qui sont quand même assez exigeantes. Et de base, je suis stressée. Mais en fait, du coup, pour moi, j'ai juste essayé de canaliser ça en un moteur, quoi. Donc, en fait, du coup, pour moi, le stress, c'est juste ok, je vais faire tout ce qui est possible pour que ça puisse pas être un échec. Enfin, la notion d'échec est hyper relative déjà. Enfin, genre, franchement, moi, j'aime pas ce mot. Je trouve que ça veut rien dire. Genre, il y a toujours des trucs à apprendre de tout et rien n'est jamais la fin de rien. Enfin, tu vois, genre. Mais en tout cas, il y a un peu ce truc de peu importe ce qui. Enfin, je vais tout faire pour que ça aboutisse ou que ça avance. Parce que aboutisse, je sais pas, parce que je suis pas très douée pour finir des trucs proprement. Je suis plus douée pour lancer des trucs un peu brouillons. Mais il y a un peu ce truc de. Ouais, le stress, c'est un peu un moteur, quoi. Et je pense que j'arrive petit à petit aussi à me détacher de la relation entre tes objectifs et ta valeur. Enfin, tu vois, genre, il y a un peu un truc de... Faut arriver à décorréler la valeur que toi, tu as, de ce que ton projet, il a, de est-ce que ça réussit ou pas, dans quelle échelle de temps. Tout ça, c'est des trucs qui sont pas corrélés, en fait. Enfin, genre, qui sont pas forcément liés, parce qu'il y a plein de trucs que tu contrôles pas. Et être conscient qu'il y a des trucs que tu contrôles pas, qu'il y a des trucs où il y a des gens, ils ont des enjeux autres que les tiens à vouloir te donner tel prix ou tel pas prix. Enfin, tu vois. Si tu apprends à accepter qu'il y a des trucs que tu contrôles pas et que toi, peu importe ce que les gens ils disent oui ou disent non, t'avances, Ouais. bah t'avances, tu vois. Ouais, carrément. C'est quoi ta relation avec le chercheur Est-ce qu'il prend beaucoup de place Est-ce que ça peut être frustrant justement le fait que des fois tu as besoin de lui mais il n'est pas toujours disponible? Enfin, comment tu gères le temps? Ah non, qu'il c'est te donne génial qu'il soit là. Je sais pas comment dire, c'est vraiment comme un mentor slash partenaire slash père? Oui et non, mais un peu. Non. Mais tu vois ce que je veux dire? Enfin, il a un peu ce côté. Il est là quand j'ai besoin de lui. Et bon, des fois, il n'est pas dispo dans la minute ou dans la journée, ou des fois, enfin voilà. Mais il arrive toujours à faire en sorte qu'on puisse discuter. Et quand j'arrive au labo et qu'il voit ma tête, des fois, il est en mode ok, on va se prendre 2 minutes, on va prendre un café, voilà. Et non, c'est génial parce que ça apporte un regard plus mature, un autre. En fait, souvent, je vais le voir un peu dans des paniques, un peu de prise de décision. Là, en plus, il y a un peu un effet d'emballement en ce moment de j'ai gagné des prix, je rencontre des gens qui me font rencontrer d'autres gens. Aussi parce que je suis tombée dans la bonne niche et du coup, quand tu es dans la bonne niche, entre guillemets, les rencontres que tu fais sont plus impactantes. Et du coup, il y a plus de trucs. Et bref, et du coup, ça me remet plein de trucs en relation. Et du coup, là, et il voit tout de suite quand je suis un peu en panique. Et donc, c'est bien d'avoir quelqu'un qui est capable de remettre des idées, de te redire non, mais ça va. Ouais. Ça, c'est intéressant, ça, c'est pas intéressant. Et justement, tous ces gens que tu rencontres, il faut que tu fasses le tri aussi. Ouais, grave. Comment tu fais? Je sais pas. C'est honnête. Franchement, non, mais c'est des vraies questions parce que tu vois, typiquement, j'ai rencontré un ingénieur des arts et métiers il y a pas longtemps, qui est lui, référent dans l'incubateur des arts et métiers. Donc en fait, il voit des tonnes d'ingés passer avec des tonnes de projets tout le temps. Et du coup, il a une énorme expertise, tu vois. Ouais. Et c'est lui qui m'a dit, il faut pas que ça se voit, mais c'est aussi lui qui m'a fait réfléchir à comment est-ce que je pouvais adapter mon système autrement pour qu'il y ait d'autres avantages et tout. Et en fait, au début, il m'a retourné l'esprit, tu vois. J'étais en mode, mais attends, je l'ai vu 2 heures et là, je suis en train de remettre complètement en question ma stratégie, complètement en question mon proto, mon système, mon truc, mon machin. Ah tu vois, mais vraiment panique. Et au final, après, je me suis quand même rappelé que, en fait, juste, il faut se remettre en question. Il faut reposer, en fait, les gens dans quel paradigme, eux, ils sont. Et dans quel paradigme, toi, t'es. Genre, lui, ok, c'est un ingénieur, mais c'est un ingénieur qui aime bien le projet pour le côté méca. Donc là, il a peut-être des choses qui sont hyper intéressantes à dire. Ça reste quelqu'un qui est dans un paradigme d'incubateur, de croissance classique, ça, c'est comme ça que tu fais, machin, ça, c'est les étapes classiques d'une levée de fonds et tout. Et moi, du coup, dans quel paradigme je suis? Je suis aussi dans un truc de je veux un truc méca qui fonctionne, et sur ça, je pense qu'il a énormément à m'apporter. Par contre,
Sur la question de stratégie, moi j'ai quand même décidé à un moment de faire d'autres choix, de réfléchir à l'économie sociale et solidaire, de croître lentement parce que j'ai aussi envie de voir le processus de comment tu emploies des gens et comment tu fais les différents pôles de façon... Enfin, tu vois, j'ai pas envie que d'un coup on soit 20 parce que du coup il faut que tu penses tout en même temps. Enfin, tu vois, genre, je me suis rendu compte qu'il y a quand même d'autres choses, d'autres valeurs qu'on a et là je me suis dit, du coup... peut-être qu'il a raison dans son paradigme, mais peut-être qu'il y a d'autres façons de faire. Okay. Du coup, c'est un peu faire la part des choses de... En fait, il faut toujours se poser la question, je pense, de d'où les gens, eux, ils partent, tu vois. Et de où toi t'es, et de voir un peu qu'est-ce qui concorde, qu'est-ce qui concorde pas. Bien sûr. Et enfin, je veux dire, ce qu'il a, ça a de la valeur de ouf. Hein, tu vois, genre, c'est pas... mais peut-être qu'il te dit ça maintenant, mais tu l'utiliseras plus tard, quoi. Ouais, ou peut-être que pas tout. Ouais, tu vois, genre, et je pense que c'est surtout... Enfin, pareil, j'avais un directeur de filière, tu vois, à la fac, dans la première licence que j'ai faite, où en gros, genre, il te disait un peu, si tu veux faire des sciences, tu as le droit de faire l'ENS, et en école d'ingé, tu as le droit de faire l'X, le SPCI, et un peu l'EMI. Et après, le reste... Mais parce que lui, en fait, il était enseignant-chercheur à l'ENS, tu vois. Et du coup, tu avais un peu ce truc de... Tu savais... Mais en fait, une fois que tu savais qu'il avait son biais, tu pouvais aussi travailler avec ça et tu pouvais quand même te poser des questions. Et quand moi j'avais hésité à postuler aux arts et métiers parce que j'aimais trop le côté bricolage, il m'a dit oui, t'y vas pas. Et au début, justement, il a son biais, mais après il m'a dit c'est aussi que tu vas te faire chier d'un point de vue scientifique. Et il avait un peu raison, tu vois. Et après, je trouve quand même que les arts sont cool, mais enfin, tu vois. Du coup, c'est toujours des questions de d'où viennent les gens. Bien sûr. Je pense que et c'est ça hyper important de, enfin genre d'avoir conscience que tout le monde a des biais. Nous, on a des biais. Les gens, ils ont des biais, la vie a des biais, genre, et ils ont des modes de pensée qui sont liés à plein de choses. Et je pense qu'il faut être conscient de ceux des autres pour savoir, d'où ça vient, tu vois. Et il faut aussi être conscient des siens. Ok. Et ça aussi, pour être capable de se remettre en question, être capable de comprendre pourquoi est-ce qu'on perçoit certaines choses et pas d'autres. Enfin, tu vois, genre, tout le monde s'approprie les choses d'une façon différente. Et c'est pour ça qu'on fait plein de monde ou faire des programmes là comme celui-là de sortie de l'ESS avec d'autres gens qui ont d'autres points de vue. C'est intéressant parce que du coup tu vois les différentes façons que les gens percevoir la même chose. Bien sûr. Du coup, la question des biais est importante. Justement, je me demandais pourquoi tu avais choisi X alors que tu disais que c'était pas vraiment ton état d'esprit. Alors, c'est une vraie question. Pourquoi t'as pas fait... C'était horrible comme choix. Okay. C'était horrible. Moi, alors ce qui est assez rigolo, c'est qu'à la fin du CPS, du coup, donc le cycle pluridisciplinaire des études supérieures, qui est ce que j'ai fait à la fac en licence, à l'université PSL, en gros, j'avais déjà postulé à des masters de robotique, des trucs comme ça. Et en fait, moi, j'avais fait un bac sciences de l'ingénieur et j'avais vraiment envie de retrouver ce côté projet, ce côté technique, ce côté mettre les mains dedans, parce que moi, je suis quelqu'un qui aime bien mettre les mains dedans, parce que voilà, j'adore bricoler, j'adore partir. Et j'avais envie de retrouver ce côté projet. Et donc, je candidate en admission parallèle pour les écoles d'ingénieurs. Et bon, du coup, je coche toutes les cases, quoi. Bon. Et je me retrouve... et moi, je visais plutôt Sup Optique, l'ENSTA. Parce que c'est des écoles d'ingé qui sont très techniques et qui sont aussi assez spécialisées. Du coup, tu fais pas des trucs trop généralistes, quoi. Tu rentres direct dedans et c'est intéressant. Donc moi, je disais plutôt ça. Là-dessus, je me retrouve... En plus, c'était l'année du Covid, du coup, moi, ma L3, du coup, c'est machin. Et je me retrouve avec d'autres copains, on se retrouve admissibles à l'école polytechnique, tu vois. Donc on est en mode, ah merde, on n'avait pas du tout anticipé ça. Enfin, moi, c'était pas du tout un but de ma vie, tu vois, mais genre, vraiment pas du tout. Et on se dit, bon, quand même, on va réviser. Ouais. Donc on se retrouve pendant un mois, après le Covid, à s'auto-réconfiner à la CTU avec des copains, à travailler tous les jours, à reprendre tous les cours de maths, de physique depuis 3 ans. Mais en fait, j'arrive aux oraux et j'ai aucune pression parce que je me dis, en fait, j'ai déjà d'autres trucs, j'ai déjà des masters, machin. Donc au pire, tu vois, c'est l'occasion de rencontrer des chercheurs, des gens intelligents, et d'avoir des discussions, de parler de science et tout, c'est cool, profitons-en. En plus, je déteste l'école sur cette période d'oraux parce qu'en fait, elle était vide parce que c'était encore le Covid, les gens n'avaient pas leur logement, c'était sale, enfin vraiment, j'étais là, je passais la semaine à bitcher avec d'autres copines où on était aux oraux en même temps, mais jamais on va là, enfin voilà. Bon, les oraux se passent, il se trouve que je suis admise. C'était le lendemain de mon anniversaire d'ailleurs que je l'ai appris. Et déjà, j'y crois pas. J'ai mis 3 jours à y croire. Et après, je me dis merde. En parallèle, j'étais aussi admise à, là, pour le coup, ma formation de cœur, qui était l'ENS en sciences pour l'ingénieur. Et là, pour le coup, ils en prennent que 2 de la fac sur 65.
Donc moi, je suis en panique, comme d'habitude. Choix à faire, panique. Moi, j'envoie des mails. Donc j'envoie un mail au directeur de la formation de l'ENS pour lui poser des questions. Je suis désolée, je ne sais pas quoi faire parce que j'ai été aussi prise à l'EX, c'est cata. Et tu fais pareil pour l'X? Non, parce que je ne savais pas qui me contacter. Mais là, voilà. Et on s'appelle. Il se trouve qu'il connaissait pas mal le CPS en plus parce qu'il avait été tuteur de stage d'une amie à moi. Et du coup, on s'appelle. Enfin, en gros, il me dit, je vous appelle demain à 11h. Et il m'appelle et on discute pendant 1h30. Et il me dit, déjà, énormément bravo, vous avez le choix de la reine. Enfin, franchement, en plus, vous avez tellement plus de mérite que de venir d'une prépa, machin. Ok, super. Mais après, il me dit, écoutez, moi, mon fils a été à l'X en plus, donc je connais bien les deux. Et franchement, allez à l'X, quoi. Parce que ça vous ouvrira plus de portes, parce que machin. Et au pire, vous pouvez toujours revenir. Enfin, franchement, allez là-bas, vous posez pas de questions. Génial. Bref, et du coup, je tombe si le mec qui est, je pense, un des mieux placés pour me parler des deux formations me dit ça, peut-être que j'arrête de paniquer. Donc il y a eu cet effet-là, même si je savais que d'un point de vue de la formation, ça allait être très théorique, c'était pas ce que je cherchais. Bon, voilà. Et puis de deux, il y a quand même un effet énorme qui est que à l'ENS, j'aurais pas été payée parce que je venais de la fac, et à l'IX, je suis rentrée en cursus ingénieur comme tout le monde et j'allais être payée. Ok. Et ça a beaucoup pesé dans la balance. J'aurais bien aimé que non. Mais mine de rien, on t'offre d'être payé pour tes études, c'est difficile de dire non. Bien sûr. Et moi, venant d'une famille où c'était très très conflictuel entre mes parents pour justement les raisons financières et du coup avec moi aussi, qui était la seule, en plus à ce moment-là, de mes sœurs à être partie de la maison et tout. Ouais. C'est une vraie question, l'autonomie financière. Enfin, ok. Donc c'était vraiment une voie de libération, de nier cette emprise hyper malsaine. Ouais. Et du coup, il y a vraiment eu ce truc-là. Ok. Et ça a été dur, l'X. Enfin, objectivement, d'un point de vue social, au début, j'étais mais je suis arrivée dans un milieu. Enfin, je me sentais décalée, je me sentais à l'ouest de tout. Enfin, genre, je comprenais rien. Ah ouais. En plus, c'est une école avec des dynamiques sociales hyper questionnables, genre. Donc, où vraiment la notion de tradition est très importante, alors que moi, j'avais été dans une fac qui avait 5 ans, tu vois. Donc, franchement, la notion de tradition n'existait pas. Enfin, il n'y avait que des trucs comme ça où moi j'hallucinais toutes les 2 secondes, quoi. Et pareil, même à la fac où j'étais, même en maths physique, on était 70% de filles. Et là, on se retrouve à genre 17%, tu vois. Enfin, genre, il n'y avait que des trucs comme ça où genre, c'était n'importe quoi, j'étais en what the fuck. Et je pense qu'au fur et à mesure de juste trouver ta niche, ouais. Ça va. Mais le choix n'a pas été facile du tout. Je vois ça, je comprends. Quelque chose que tu aurais aimé qu'on te dise ou un message que tu veux faire passer vraiment qui te tient à cœur pour que, je sais pas, les étudiants changent, comme ça, vas-y, je t'écoute. Cool. Du coup, attentivement, ouais. Ok, c'est beaucoup plus bizarre que de te parler à toi. Non. Du coup, moi c'est Tatiana Orlovic, je porte le projet Vertile. Alors Vertile, c'est pour à la fois vert, fertile et vertical. Et du coup, ce que je fais, c'est que je fais des murs végétaux. C'est des murs végétaux qui sont mobiles et modulaires, dans le sens où en fait c'est un carrousel de plantes qui se baladent sur les façades. Et ce qui est génial, c'est que du coup, ça permet en fait de redescendre en fait les plantes, peu importe où qu'elles soient sur la façade à notre échelle, et comme ça, n'importe qui peut s'en occuper. Et ce qui est chouette, c'est que ça permet d'ouvrir les usages et d'ouvrir comment est-ce qu'on pense nos murs, nos façades. Ça permet à la fois d'un point de vue juste façade végétalisée, d'isoler les bâtiments, de créer des îlots de fraîcheur, de protéger la biodiversité, d'améliorer la qualité de l'air, le bien-être en ville, plein de choses géniales. Et en plus, maintenant, on peut avoir une dimension sociale de l'idée de n'importe qui peut s'approprier un lieu végétalisé à la verticale. On peut avoir des jardins partagés, des potagers, on peut lutter contre la précarité alimentaire. Et du coup, Vertile, c'est essayer de recréer un lien avec la nature dans des endroits où on n'a pas forcément beaucoup d'espace pour la nature et qui sont très sensibles au réchauffement climatique, comme la ville de Paris, par exemple, où on est, mais toutes les autres villes du monde. Donc ça, c'est ce que je fais. Et je pense que ce que j'ai envie de faire passer dans la démarche, c'est que certes, je porte un projet entrepreneurial, mais je pense que ce qui est important, en fait, c'est surtout de pas se prendre la tête, quoi. Ce qui est important, c'est de se motiver, d'être content de ce qu'on fait, je sais pas comment expliquer. Ce qui est important, c'est d'être content, genre, c'est de faire des trucs qui nous plaisent, qui nous animent, où on rencontre, ou pas rencontrer si on n'a pas envie de rencontrer. Je pense qu'il y a
moi, ce qui me fait mal, c'est quand je vois des gens qui s'auto-bloquent dans des paradigmes comme si c'était genre la fatalité, et je pense qu'il n'y a vraiment pas de fatalité. J'ai pas envie d'être dans un discours hyper méritocrate, donc si tu veux, tu peux. Parce que je pense qu'il y a plein de cas qui font que genre, c'est hyper difficile de se lancer, hyper difficile de créer des choses. Enfin, je pense qu'il y a plein de cadres qui... Enfin, j'ai un peu l'impression que même si je me suis créé des chances, que j'ai quand même été privilégiée dans d'autres cas. Enfin, donc je pense que juste faut être capable de se laisser aller à l'imaginaire et au fait que tout n'est pas fixé, quoi. Et je pense que ça, c'est important, c'est jamais de se fixer, quoi. C'est de toujours être en mouvement, toujours être en évolution, toujours être en émerveillement et en questionnement. Et moi, c'est vraiment ça qui me motive tous les jours, c'est vraiment apprendre, découvrir, visiter. Enfin, je pense que c'est ça qui, je pense, me fait tenir tous les jours. Génial. Ben, merci Tatiana. Ben, merci beaucoup. C'était super. C'était trop bien.